عمري تقريبا شي 9 سنين. أنا وأختي الصغيرة طالعين من المدرسة. وصلنا قدام باب البيت والبيت انفجر. بيتنا انفجر. Ce que vous venez de vivre, la confusion, l'incompréhension, la sensation d'être perdu, c'est un petit exemple de ce que j'ai vécu le 14 novembre 2016. Pour vous expliquer comment je m'en trouve ici, aujourd'hui, sur cette scène devant vous à Poitiers, revenons un peu en arrière. Nous sommes au cœur de Damas, en Syrie, dans une jolie petite maison, entourée de ma famille et de jolies petites fleurs de jasmin. En face de la maison, un chantier qui me paraissait interminable aux yeux de l'enfant que j'étais, avec des tas de sable, le terrain de jeu idéal pour tous les enfants du coin. Mais le 15 mars 2011 est une date qui a bouleversé ma vie, celle de ma famille et de beaucoup d'autres. C'était le début de la guerre. On devait fuir notre maison pour s'installer dans un quartier un peu plus sûr. Mais un jour, en sortant de l'école, avec ma sœur, on arrive devant notre rue, devant notre maison, et la maison avait explosé. Le salon où on mangeait tous les jours à cette heure précise n'était plus qu'une ruine. Nos vies étaient menacées. Mon père décide de tout laisser derrière lui, de nous emmener avec lui et de quitter le pays pour nous offrir un meilleur avenir. À mes 10 ans donc, on traverse les frontières, direction le Liban. On y a vécu 3 ans et demi, mais les menaces devenaient de plus en plus importantes. Le Liban ne pouvait plus nous offrir la sécurité qu'on venait chercher. Mon père voulait repartir, mais obtenir un visa et un billet d'avion ne suffisent pas. Et n'est pas aussi simple que l'on peut penser, surtout quand on est réfugié. Il y a de très longues démarches à effectuer, et on devait prouver que nos vies étaient en danger pour pouvoir partir. Ces démarches étaient à effectuer auprès de l'UNHCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des rendez-vous longs et pénibles, dans une petite salle d'attente avec pas moins de 30 personnes qui étaient là pour les mêmes raisons que nous. On nous prenait un par un, on nous interrogeait, on nous posait des questions que je ne comprenais même pas. Et l'attente entre chacun était interminable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je passe 20 minutes dans la salle d'attente chez le médecin, je suis plutôt content. Après beaucoup d'efforts de la part de mon père, notre dossier est retenu. Et du jour au lendemain, on devait dire au revoir à notre famille, à nos amis, faire nos bagages, prendre un taxi à 2h du matin pour prendre un avion à 4h, direction la France. On était devenus des réfugiés politiques. Et pendant tout ça, je me posais énormément de questions. Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi nous, on a la chance de pouvoir partir, d'être sur cet avion ? Pourquoi nous ? Est-ce que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre ? Et toutes ces personnes qui étaient là avec nous dans cette salle d'attente, est-ce qu'ils ont réussi aussi à s'en sortir ? 4 heures de vol plus tard, notre avion atterrit à Paris. Et on se disait que c'était notre chance pour se construire une nouvelle vie. Mais je ne m'attendais pas du tout aux difficultés qu'on allait rencontrer. En arrivant dans l'aéroport, je commence à me rendre compte d'une chose. C'est que je ne comprenais rien. Tout le monde parlait autour de moi, mais je ne comprenais rien. Vous vous souvenez, au tout début, quand je vous ai parlé en arabe, c'était exactement ça, mais à une bien plus grande échelle. Ça paraît évident, quand on arrive dans un nouveau pays, que les habitants ne parlent pas forcément la même langue que nous. Mais pour moi, c'était quand même un énorme choc. Une dame très souriante vient nous chercher
Et là, j'étais complètement perdu. On prend une voiture qui nous emmène dans un bus, qui nous emmène dans un autre bus, qui nous emmène dans un train et vers une autre voiture, mais où va-t-on? Des heures de trajet plus tard, on arrive devant une jolie petite maison à Niort. Et quelques habitants d'une ville à côté s'étaient portés volontaires pour venir nous accueillir. L'un d'entre eux parlait anglais, qu'il a pu nous expliquer que ceci était notre nouvelle maison, et que la dame qui était venue nous chercher à l'aéroport, qui a fait toutes ces heures de trajet avec nous, eh bien c'était Madame la maire de Niort. Autant vous dire qu'on avait eu un super accueil. Quelques jours plus tard, ma sœur et moi, on a été inscrits au collège, et j'étais très excité à l'idée de me faire de nouveaux amis, de retourner à nouveau à l'école. Les quelques premiers jours d'école étaient un peu particuliers. Tous les autres élèves voulaient voir les 2 nouveaux arrivés, les 2 nouveaux étrangers dans le collège. Mais on ne parlait pas français. Et le niveau d'anglais des élèves dans le collège où on était n'était pas fou. Donc on ne se comprenait pas. Petit à petit, les autres élèves commençaient à perdre l'intérêt. On devenait de plus en plus invisible. On se sentait seul et pas à notre place. Une de mes premières interactions sociales dans ce collège, c'était avec un autre élève de ma classe. Il jouait de la musique dans la cour de récré et étant moi-même musicien, je suis allé vers lui sans se poser de questions et j'ai commencé à jouer avec lui. On ne se comprenait toujours pas, mais on a réussi à jouer ensemble. Ça m'a donné envie de comprendre. Je voulais parler, je voulais comprendre les gens autour de moi, je voulais m'intégrer. Dans le collège, on nous avait proposé des cours de FLS, français langue secondaire. Tous les élèves étrangers de l'école y avaient le droit et pouvaient y bénéficier. Mais le niveau des élèves n'était pas le même. Ça allait de ceux qui commençaient tout juste à apprendre l'alphabet à ceux qui commençaient à faire des petites phrases. Donc autant vous dire que ces cours n'avançaient pas du tout, du moins pas à la vitesse que moi j'espérais. Donc j'ai pris une décision que, je vous avoue aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas une super décision. Mais je voulais y arriver par mes propres moyens, donc j'ai décidé d'arrêter ces cours. J'ai commencé à écouter beaucoup de musique en français. Je comprenais toujours rien, mais la musique m'aidait à retrouver certaines sonorités, certaines résonances, certains rythmes qui m'aidaient à retenir les mots et les repérer. Je marchais dans la cour de récré, j'écoutais les autres élèves parler, et quand j'entendais un mot revenir plusieurs fois, je le notais comme je pouvais, et j'allais demander la traduction soit à une prof d'anglais, soit je regardais par moi-même sur Internet. Je lisais beaucoup d'albums jeunesse, des images avec du texte très simple, bien illustré, ce qui n'était pas très évident au début, mais étant donné que je parlais anglais, la lecture était un peu plus simple pour moi. À ce jour encore, quand je discute avec mes amis, quand je discute avec ma famille, et qu'il y a un mot que je ne comprends pas, je pose directement la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de quel mot? Ça vient de quel verbe? Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris certains mots que j'ai appris il y a quelques temps que ce n'était pas du français. Par exemple, à ce jour, je dis passer la cince. Vous savez tous ce que c'est qu'une cince, super. Je demande une poche, un godet. Vous savez ce que c'est qu'un godet? C'est un verre. Et j'ai appris très récemment que c'était du patois. À ce moment-là, moi, quand je les ai appris, je ne savais pas ce que c'était que le patois tout court. Mon intégration n'était pas simple du tout. Mais j'ai su saisir des opportunités qui se sont présentées à moi sur mon chemin
et qui m'ont permis de me développer. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre, à parler, à faire des petites phrases. Et j'aidais beaucoup mon père avec les rendez-vous et les papiers administratifs qui concernaient notre installation en France. Je ne me sentais toujours pas à ma place. Du moins, pas encore. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai réussi mes années de lycée. J'ai eu un bac scientifique. J'ai décroché un diplôme universitaire de musicien intervenant. Et j'ai fait énormément de choses pour contribuer à la communauté et pour mériter ma place. On pourrait dire que j'ai eu de la chance. Peut-être bien que oui. Mais j'ai surtout eu des opportunités que j'ai su saisir et un environnement qui m'a permis de me développer. Et j'ai arrêté de me poser toutes ces questions parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris que mon père avait tout laissé derrière lui pour nous offrir un avenir, une meilleure vie à ma sœur et moi. J'ai compris que je ne devais pas me sentir coupable pour toutes ces personnes qui auraient pu prendre cet avion à ma place. J'ai compris que je devais ma réussite à tous ceux qui se sont battus et sacrifiés pour que moi et plein d'autres, on puisse être là aujourd'hui. J'ai compris que je devais ma réussite à ceux qui nous ont accueillis, à chaque personne, à chaque ami, à chaque musique, à chaque chanson, à chaque personne qui a cru en moi. J'ai essayé énormément de fuir l'étiquette du réfugié politique. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je ne devais pas, que ça faisait partie de mon identité, de qui je suis aujourd'hui. Mais pas seulement. Aujourd'hui, je suis syrien. Je suis réfugié politique. Je suis le fils de mon héros. Et je suis français. Merci.